précieux à l'extérieur de l'Europe et de l'Amérique, et on fit venir le général pour qu'il propose la conquête de la Palestine. La population des électeurs en Afrique du Sud est divisée de manière tellement égale entre les Afrikaners et les Sud-Africains anglophones que les 20% fluctuants y étaient plus décisifs. Si tant est qu'en Amérique, les sionistes se sentaient capables, et il est possible que le général Smuts les en crut capables d'apporter un vote permettant de remporter l'élection. Un de ses collègues, un certain M.B.K. Long, un député de Smuts et anciennement du Times de Londres, écrivit que le vote juif substantiel, qui était fermement loyal à Smuts et son parti, l'aida énormément dans telle victoire électorale. Sa biographie mentionne un legs important venant d'un juif riche et puissant, un exemple de fausseté de l'accusation du docteur Weizmann concernant les juifs riches et puissants. À propos, le même Sir Henry Strakosch légua un cadeau similaire à M. Winston Churchill et des cadeaux anonymes consistant à une maison et une voiture. Ainsi, les considérations politiques de parti se pesaient dans sa balance étaient-elles semblables à celles de M. Lloyd George, M. House et d'autre part la suite et les facteurs matériels sont raisonnablement évidents dans son cas. Cependant, le motif religieux ou pseudo-religieux est fréquemment invoqué dans ses biographies, de même qu'il fut parfois revendiqué par Lloyd George. Elle affirme qu'il préférait l'Ancien Testament au Nouveau, et le cite comme ayant dit, ouvrez les guillemets, plus je vieillis, plus je devins hébraïste. Je le rencontrai bien des années plus tard, alors que je savais quel rôle important il avait joué dans cette ancienne histoire. Il était alors en 1948 très troublé par la situation déclinante du monde et le rôle explosif de la Palestine dans celle-ci. Il était de belle apparence, en bonne forme, droit, à presque 80 ans, avec des yeux perçants et une petite barbe. Il était impitoyable et à l'occasion aurait pu être dépeint sous une lumière cruelle si les grands journaux s'étaient rangés contre lui au lieu d'être derrière lui. Et sa finesse politique égalait celle de Lloyd George. La propagande le décrit comme le grand architecte de la réconciliation anglo-boère. Quand il mourut dans sa ferme solitaire du Transvaal, les deux races étaient plus que jamais en désaccord, si bien que la réalisation de la véritable réconciliation incomba aux générations suivantes. En Afrique du Sud, il fut une force séparatrice et tous savaient que la véritable puissance derrière son parti était celle de l'or et du groupe d'exploitation des mines de diamants et non la puissance de l'Angleterre. Johannesburg était la base de sa force politique. En 1948, quand le test eut lieu, il fut le premier à soutenir le sionisme contre un gouvernement britannique en difficulté. Le 17 mars 1917, le général Smuts atteignit Londres au milieu d'ovations sans précédent et le renversement de Sir William Robertson parut enfin proche. L'accueil triomphal du général Smuts était un premier exemple du battage maintenant familier autour de personnages publics choisis par une presse bouton-poussoir. La méthode est connue sous une autre forme chez les peuples primitifs de son Afrique natale, où M. Bongo, le faiseur de louanges, s'avance devant le chef, le proclame grand éléphant, celui qui fait trembler la terre, qui poignarde le ciel, et autre chose de ce genre. Le général Smuts fut présenté au cabinet de guerre impérial comme un des généraux les plus brillants de la guerre. M. Lloyd George, le général Smuts, avait en fait conduit une petite campagne coloniale en Afrique du Sud-Ouest et, quand il fut appelé à Londres, menait une campagne inachevée en Afrique orientale contre une armée petite mais efficacement formée à la brousse de 2000 officiers allemands et de 20 000 askaris indigènes. Son fils M.J.C. Smuts. L'hommage était ainsi généreux. M. Lloyd George avait une piètre opinion des soldats professionnels. Il n'y a aucune profession où l'expérience, l'entraînement compte moins, comparé au jugement et au flair. À cette période, afin de mieux s'isoler des généraux autres que le général Smuts, M. Lloyd George et son petit comité en guerre avaient pris une maison particulière où ils siégeaient 2 fois par jour et occupaient tout leur temps à la politique militaire, ce qui est mon travail. Un petit corps de politiciens tout à fait ignorants de la guerre et de toutes ses nécessités essaient de mener la guerre eux-mêmes. Sir William Robertson
à ce corps cloîtré en avril 1917, le général Smuts, sur invitation, présenta ses recommandations pour gagner la guerre. Cela fut formulé en ces termes. Ouvrez les guillemets. La campagne de Palestine présente des possibilités militaires et même politiques très intéressantes. Il reste à considérer la question beaucoup plus importante et compliquée du front occidental. J'ai toujours vu cela comme un malheur, que les forces britanniques soient devenues si entièrement absorbées par ce front. Quand ce conseil fut donné, la Russie était en train de s'effondrer. Le transfert des armées allemandes vers le front occidental est un événement évident et éminent, et la menace posée à ce front avait soudainement pris l'ampleur d'un péril mortel. Cette recommandation donna à M. Lloyd George le fort soutien militaire venant d'Afrique orientale dont ils avaient besoin, et il fit immédiatement ordonner au cabinet de guerre que le commandant militaire en Égypte attaque en direction de Jérusalem. Le général Murray objecta que ses forces étaient insuffisantes et fut limogé. Là-dessus, on offrit le commandement au général Smuts, que M. Lloyd George considérait comme susceptible de poursuivre une campagne dans cette région avec une grande détermination. Sir William Robinson gagna alors sa plus grande victoire dans cette guerre. Il eut une conversation avec le général Smuts. On ne pourra jamais évaluer les qualités de général de son visiteur parce qu'il n'eut jamais l'occasion de le tester au cours des petites campagnes dans lesquelles il servit. Ses qualités en tant que politicien, cependant, sont au-delà de tout soupçon. Il était plus circonspect des hommes et peu disposé à échanger les triomphes de Londres pour le risque d'un fiasco sur le champ de bataille qui pourrait détruire son avenir politique en Afrique du Sud, dont après sa conversation avec Sir William Robinson, il déclina l'offre de M. Lloyd George. Vu la tournure qui prirent les événements, le fiasco lui aurait été épargné, mais cela était impossible à prévoir, et ainsi, en conquérant de plus manquant la chance d'entrer dans Jérusalem sur un destrier, comme habituellement les politiciens adorent de tels moments, malgré l'aspect comique que le temps leur donne souvent, il regretta cela par la suite. Ouvrez les guillemets, être entré dans Jérusalem, quel souvenir. À l'époque, il dit M. Lloyd George. Ouvrez les guillemets, ma forte conviction est que notre présente situation militaire ne justifie pas vraiment de campagne offensive pour la prise de Jérusalem et l'occupation de la Palestine. M. Lloyd George ne se laissa pas décourager par cette volte-face, ni même par l'effondrement de la Russie et le nouveau danger à l'ouest. En septembre 1917, il décida que les troupes requises pour une grande campagne en Palestine pourraient être prises sur le front occidental pendant l'hiver 1917-1918 et pourraient accomplir la tâche en Palestine à temps pour être de retour en France pour le déclenchement du travail actif au printemps. Seul Dieu aurait pu préserver les compatriotes de M. Lloyd George des pleines conséquences de cette décision. La guerre ne pouvait pas être gagnée en Palestine et elle pouvait encore être perdue en France, et le danger était grave. Mais M. Lloyd George, abandonné même par le général Smuts, avait enfin trouvé un soutien militaire, car à ce moment-là, un autre personnage criant, moins boueux, était sorti des coulisses. Il s'était avancé sur la scène centrale. C'était un certain Sir Henry Wilson, qui se décrit lui-même ainsi pendant une mission de guerre en Russie en janvier 1917. Ouvrez les guillemets, le dîner de gala de Foreign Office, je portais le grand officier de la Légion d'honneur et l'étoile et collier de bain, et aussi des pattes d'épaule russes et un calot d'astrakhan gris, et somme toute, j'avais toute l'apparence d'un homme superbe. J'ai créé une véritable sensation au dîner de Foreign Office et ensuite à la réception. J'ai beaucoup plus grand que le grand-duc Serge et en tout point remarquable, comme on m'a dit, superbe. C'est à cet homme, prenant la pose sur un arrière-plan russe tragique, que M. Lloyd George et le sionisme doivent leur occasion en or enfin arriver, et l'Angleterre une quasi-catastrophe. Sir Henry Wilson était grand, mince, lisse et souriant, un de ces élégants de l'état-major, pimpant, tout en cuir poli, aux ferrets rouges, enrubanné et bardé de cuir, qui décourageait les soldats de tranchées épuisés et couverts de boue en France. Il parlait couramment
le français grâce à une gouvernante française, et à cet égard Henri était le chéri des généraux français qui le trouvaient agréablement exempt de la rigidité anglaise. En fait, c'était un Irlandais, et sur les questions irlandaises, il n'était pas d'accord avec les autres Irlandais, dont deux d'entre eux le tuèrent sur le pas de sa porte à Londres en 1922 et furent pendus. Sir Henry avait précédemment été d'accord avec tous les autres leaders militaires concernant la souveraineté du front principal et la folie des points de détail inutilement excessifs et surpassa les autres par sa vigueur dans l'affirmation de ce principe. Ouvrez les guillemets. Le moyen de finir cette guerre est de tuer des Allemands, non des Turcs. L'endroit où nous pouvons tuer le plus d'Allemands est ici, en France, et donc chaque livre de munitions que nous possédons dans le monde doit venir ici. Toute l'histoire montre que les opérations sur un théâtre secondaire inefficaces n'ont aucune influence sur les opérations principales, sauf celle d'affaiblir les forces engagées là en 1915. Aucun diplômé de l'état-major ni aucun soldat au champ de bataille ne les contesterait. Sir Henry n'a pu, en 1917, découvrir des raisons militaires d'abandonner ce principe de base de la guerre pour s'en opposer. L'explication de sa volte-face ne peut être qu'évidente. Il avait observé la montée de Sion et la nature de la dispute entre Lloyd George et son propre chef, Sir William Robertson. Sir Henry le vit moyen de prendre la place de Sir William. D'où le fait que le récit du Dr Weizmann sur ses découvertes d'amis à cette période comporte une allusion à la sympathie du général Wilson, un grand ami de Lloyd George. Le 23 août 1917, Sir Henry annonça à M. Lloyd George la forte croyance que si un plan vraiment bon était mis au point dans les détails, nous pourrions chasser les Turcs de la Palestine et probablement les écraser complètement pendant les mois boueux, sans interférer en aucune façon avec les opérations de Haig au printemps et à l'hiver prochain en France. Dans ce rapport, M. Lloyd George trouva enfin le soutien dont il avait besoin pour son ordre de septembre 1917, cité 6 paragraphes plus haut. Il saisit l'expression charmante de mois boueux. Il lui donna un argument militaire. Le général Wilson lui expliqua que ces mois boueux en France qui, embourbant les armées, écarteraient une offensive allemande majeure tandis qu'elles avançaient, comprenaient 5 mois de boue et de neige, de la mi-novembre à la mi-avril 1918. Sur ce conseil, M. Lloyd George fonda sa décision de prendre en France les troupes requises pour une grande campagne en Palestine et de les renvoyer en France à temps en cas d'urgence là-bas. Sur ce point, le général Wilson, seul parmi les leaders militaires, avisa M. Lloyd George que la grande attaque allemande n'arriverait probablement jamais. Elle arriva à la mi-mars. Sir Wilson Robertson fit remarquer en vain que le planning était illusoire. Le mouvement des armées entraînait des problèmes majeurs de transport et de navigation. Et au moment où les dernières divisions débarqueraient en Palestine, les premières rembarqueraient en octobre, et avertit de nouveau que les troupes prises en France ne pourraient pas être de retour à temps pour la bataille en été. La juste décision militaire à prendre est d'agir sur la défensive en Palestine et de continuer à chercher une décision à l'ouest. Toutes les réserves devraient-elles être envoyées sur le front occidental. À cet instant fatidique, le hasard, le grand conspirateur de toujours de cette histoire, frappa en faveur des sionistes. Les membres du Conseil des ministres à Londres, qui avaient apparemment presque oublié le front occidental, harcelaient Sir William Robertson pour nous donner Jérusalem comme étrenne. L'expression semble révéler à nouveau la désinvolture extraordinaire à propos de la guerre que le Dr Weizmann avait attribuée antérieurement à M. Lloyd George. En Palestine, le général Allenby, sous une pression semblable, fit une tentative de pénétration, découvrit à sa surprise que les Turcs offraient peu d'opposition et marcha sans trop de difficultés sur Jérusalem. La récompense n'avait aucune valeur militaire dans la totalité de la guerre, mais dès lors, M. Lloyd George n'allait plus se contenir. Les troupes furent détournées de la France sans égard pour ce qui était éminemment là-bas. Le 6 janvier 1918, Sir Douglas Haig se plaignit de l'affaiblissement de ses armées en France à la veille de la plus importante bataille. Il lui manquait 114 000 fantassins. Le 10 janvier 1918, le ministère de la Guerre fut forcé d'émettre des ordres pour réduire toutes les divisions de 12 à 9 bataillons d'infanterie.
Une presse libre aurait pu à cette période donner à Sir William Robertson le soutien dont il avait besoin dans l'opinion publique pour empêcher tout cela. On lui refusa cela aussi, car à ce stade, la situation prédite par les protocoles de 1905 était en train d'être provoquée. Ouvrez les guillemets. Nous devons contraindre les gouvernements à agir dans le sens favorable à notre plan aux larges perspectives par le biais de ce que nous présenterons comme étant l'opinion publique secrètement orientée par nous au moyen de ce qu'on appelle la grande puissance, la presse qui, à quelques exceptions négligeables, près est déjà entièrement entre nos mains. Des auteurs de grande réputation étaient prêts à informer le public du danger éminemment. On ne leur permit pas de parler. Le colonel Repington du Times était l'auteur militaire le mieux connu à cette époque. Sa réputation dans ce domaine était la plus haute au monde. Il nota dans son journal, ouvrez les guillemets, c'est épouvantable, et cela signifiera la réduction d'un quart de notre infanterie en France et une confusion dans toutes nos infanteries au moment de la prochaine crise. Je ne me suis jamais senti si malheureux depuis que la guerre a commencé. Je ne peux pas dire grand-chose parce que l'éditeur du Times manipule souvent mes critiques ou ne les publie pas. Si le Times ne retourne pas à sa ligne indépendante, il n'agit pas comme le chien de garde du public. Je m'en laverai les mains. Alors que l'accomplissement de ces avertissements était à portée de main, Sir William Robertson fut limogé. M. Lloyd George résolut à obtenir l'autorité pour son aventure palestinienne, imposa son plan au comité interallié de Versailles que les conseillers techniques approuvèrent en janvier 1918 sous réserve de la sécurisation du front occidental. Sir William Robertson, à la requête de M. Clemenceau, réitéra son avertissement que cela mettrait en danger mortel le front occidental. Quand la réunion se termina, M. Lloyd George le réprimanda violemment et il fut immédiatement supplanté par Sir Henry Wilson. Avant qu'il ne quitte son poste, il utilisa ces derniers moments à faire une dernière tentative pour empêcher le désastre prochain et se rendit à Paris également en janvier pour demander l'aide du général Pershing, le commandant américain, pour réapprovisionner le front épuisé. Seules 4 divisions américaines et demie avaient alors atteint la France. Le général Pershing, un soldat fidèle à son devoir, donna la réponse que Sir William attendait qu'ils auraient lui-même donné à la place du général Pershing. Ouvrez les guillemets, il fut astucieusement observé qu'il était difficile de réconcilier ma demande d'aide à la défense du front occidental avec le désir de M. George d'agir offensivement en Palestine. Il n'avait malheureusement aucune réponse à cet argument, sauf que, en ce qui me concernait personnellement, aucun homme au fusil ne serait envoyé en Palestine de quelques endroits que ce soit. Après cela, Sir William Robertson ne fut plus concerné. Son récit diffère des mémoires de M. Lloyd George et d'autres politiciens en ce qu'il ne montre aucune rancœur. Son unique thème est de le devoir, de la façon dont il fut traité. Il dit simplement, cela avait fréquemment été mon devoir désagréable au cours de l'année 1917 que de protester contre les entreprises militaires que le Premier ministre voulait que l'armée même a bien, et cette opposition l'avait sans aucun doute décidé à essayer un autre chef de l'état-major impérial sur le point du remplacement dont il n'y avait rien à dire et je n'ai rien dit. Ainsi, un homme admirable disparaît de cette histoire, l'homme nombreux de moindre mérite, mais son travail est resté, parce que jusqu'au moment de son renvoi, il sauva peut-être juste assez d'hommes et de fusils pour que la ligne qui s'effondrait tienne jusqu'à la dernière extrémité, en mars, comme une haussière qui se déchire pourrait tenir par un seul fil. Quand il partit, 2 hommes hors du gouvernement et de l'armée continuèrent la lutte et leurs efforts méritent d'être rapportés parce que ces derniers firent partie des dernières tentatives pour préserver le principe du reportage libre, indépendant et vigilant. Le colonel Repington était un ancien officier de cavalerie, admirateur de jolies femmes, amateur de discussions de qualité, un beau sabreur. Les carnets donnent une image durable de la vie superficielle des salons qui se tenaient tandis que les armées se battaient en France et qu'à Londres les intrigants conspiraient dans les antichambres politiques. Cela lui pesait et bien qu'il en soit l'incongruité et réalisait que la
morosité seule n'était pas un remède. Il était aussi honnête et patriotique que Robertson, et incorruptible. Les généreuses offres qui auraient pu l'inciter à se taire étaient probablement faites dans cette intention, n'avaient aucun effet sur lui. Il écrivit, ouvrez les guillemets, nous nourrissons plus d'1 million d'hommes sur les théâtres de guerre mineure et faisons faux bond à nos forces en France. En un moment où toutes les forces Boche de Russie peuvent arriver contre nous, je n'arrive pas à obtenir le soutien de l'éditeur du Times pour éveiller le pays et je ne pense pas que je serai capable de continuer avec lui bien plus longtemps. J'ai découvert les génies du colonel Repington en travaillant sur ce livre et je me suis ensuite rendu compte que son expérience fut identique à la mienne avec le même éditeur exactement 20 ans plus tard. Un mois plus tard, il écrivait, ouvrez les guillemets, au cours d'une entrevue orageuse, dit M. Geoffrey Dawson que son obséquiosité envers le cabinet de guerre au cours de cette année était en grande partie la cause de la posture dangereuse de notre armée. Je ne veux plus avoir quoi que ce soit à faire avec ce Times. Il restait un homme en Angleterre qui était capable et désireux de publier la vérité. Le MHA Green du Morning Post publia l'article du colonel Repington qui exposait l'affaiblissement du front français à la veille de son attaque sans le soumettre aux censeurs. Lui et le colonel Repington furent alors poursuivis, jugés et condamnés à une amende. L'opinion publique était apparemment trop de leur côté pour un châtiment plus dur. Sir William Robertson écrivait au colonel Repington, ouvrez les guillemets, comme vous, j'ai fait ce qui était le mieux dans les intérêts généraux du pays et le résultat a été exactement ce à quoi je m'attendais. Et l'important est de garder le cap. Et ainsi, on pourra être sûr que la bonne volonté sortira finalement de ce qui peut actuellement paraître néfaste. Ainsi, les 2 ans de guerre sous la direction de Lloyd George en Angleterre furent-ils importants dans leur effet sur le présent. Et je crois avoir montré comment il obtient son poste et quel but primordial est poursuivi par ce biais. Au bout de 18 mois, il avait surmonté toute opposition, avait détourné une multitude d'hommes de la France vers la Palestine et était enfin prêt pour la grande entreprise. Le 7 mars 1918, il donna des ordres pour une campagne décisive afin de conquérir toute la Palestine. Il envoya le général Smuts pour donner des instructions en conséquence au général Allenby. Le 21 mars 1918, l'attaque allemande tant attendue en France commença, incorporant tous les hommes, armes et avions libérés du front russe. La campagne décisive en Palestine fut immédiatement suspendue et chaque homme qui pouvait être extirpé de Palestine fut envoyé d'urgence en France. Le nombre total d'hommes employés en Palestine était de 1 192 511 jusqu'en octobre 1918. Le général Robertson, le 27 mars 1918, le colonel Repington écrivit, c'est la pire défaite dans l'histoire de l'armée. Le 6 juin, les Allemands déclarèrent 175 000 prisonniers et plus de 2000 fusils. À ce point, la vérité apparut par les derniers mots ci-dessus. Extrait de la lettre de Sir William Robertson au colonel Repington. Et ils sont un présage d'espoir continu pour les hommes de bonne volonté d'aujourd'hui. En gardant le cap, il avait sauvé suffisamment pour que la ligne tienne au point de rupture jusqu'à l'arrivée en force des Américains. Avec cela, la guerre était pratiquement terminée. Et il est clair que si la Russie avait été soutenue, l'excursion palestinienne évitée et la force concentrée en France, elle aurait pu se conclure plus tôt et probablement sans l'enchevêtrement de l'Amérique. Cependant, cela n'aurait pas favorisé le grand plan pour la gestion des affaires humaines. À ce stade du récit, j'écris avec les sentiments d'un participant et ses dernières influences probablement ce que j'ai écrit sur la longue histoire plus ancienne parce que les effets tels que je les ai vus à ma génération m'apparaissaient mauvaises. Mais je me rappelle la grande attaque allemande du 21 mars 1918. Je la vis dans le ciel et sur le terrain et avait combattu le premier mois jusqu'à ce qu'on m'emporte sur une civière. Je me rappelle de l'ordre Sir Douglas Haig que chaque homme doit se battre et mourir là où il se tenait. C'était affiché sur les murs du mess de mon escadron. Je n'ai aucune plainte concernant l'expérience
et je ne l'effacerai pas de ma vie si je le pouvais. Maintenant que je suis venu à voir par quels moyens et motifs secrets tout cela fut provoqué, je pense que les générations à venir pourraient être un peu plus à même de garder le cap de Sir William Robertson et ainsi de s'assurer que la bonne volonté finisse par sortir de ce qui leur semble néfaste. S'ils en savent un peu plus sur ce qui se passe alors et qui a continué depuis, voilà ma raison d'écrire ce livre. Suite à la victoire en Europe, le territoire convoité en Palestine fut enfin acquise, mais c'est une chose d'acquérir une terre et une autre d'y construire quelque chose. Sur cette terre, une patrie sioniste devait être érigée et ensuite un État et au final un Commonwealth. Aucune de ces choses ne pouvait être réalisée par l'Angleterre seule. Aucun précédent n'existait pour la donation d'un territoire arabe par un conquérant européen à un bénéficiaire asiatique. Pour une telle transaction, d'autres nations devaient être cooptées, de nombreuses nations et une société promue, afin que l'on puisse lui donner l'apparence d'une affaire honnête. En fait, une société des nations était requise et l'Amérique par-dessus tout devait être enchevêtrée. Cette autre patrie du plan était aussi la préparation, tandis que les armées britanniques s'emparèrent de l'étendue des terres désirées. Les avocats malins cherchaient le moyen d'y amender des titres de propriété légitime, de lancer une société et de promouvoir l'entreprise en général. Lloyd George avait rempli son rôle et son temps était bientôt terminé. Le lecteur peut maintenant tourner les yeux de l'autre côté de l'Atlantique et voir à quoi s'emploient M. House et Brandes et le rabbin Stephen Wise. Un certain Woodrow Wilson joue un vague rôle dans ces opérations.